Bonjour à tous, bon début de semaine. Bienvenue à la quatrième édition de l'émission numérique Dans l'enclos. Cette semaine, on a Mhm. la chance d'avoir le visage de Sport 30, rien de moins, mesdames, messieurs. Ouais, notre invité, Dan, aujourd'hui, c'est Pat Mahoney, le lecteur principal de Sport 30, qui a commencé sa carrière il y a déjà quelques années à RDS en tant que reporter, mais aujourd'hui, tu le dis, c'est le visage de Sport 30. Donc, on l'a rencontré, voici ce que ça a donné. Pat, le 15 juin dernier, tu as eu la chance d'animer quoi? Le premier bulletin Sport 30, je pense, en près de 3 mois. Là. Comment tu t'es senti quand tu as entendu le décompte dans tes oreilles, le 5, 4, 3, 2, 1, tu es en direct, let's go? Comment tu t'es senti? Ben, j'avais pratiquement le track, Yannick, hein, comme tu dis, ça faisait Ouais, hein? pratiquement trois mois qu'on ne l'avait pas fait. Mhm. Heureusement, c'est un peu comme le vélo, ça revient assez rapidement, mais juste la musique, l'entendre la musique de Sport 30, là, ça donnait une énergie, une certaine chair de poule. Là, même, j'étais très émotif, honnêtement, j'étais vraiment content de retrouver Ouais. nos téléspectateurs, retrouver nos collègues de travail, parce que dans ce 3 mois-là de confinement, il y a toutes sortes d'idées qui nous passent par la tête. Là, on se demandait à un certain moment, Ouais. est-ce qu'on allait retrouver la normale? Ça Mhm. allait mal un peu pas juste dans la société en général, mais dans le monde du sport aussi. Donc, à quel point on allait être capable de représenter des matchs, de présenter des bulletins de nouvelles sportifs, là, puisque l'essence de Sport 30, c'est souvent là, les faits saillants. Donc, oui, j'étais vraiment content là, de retrouver notre poste de travail, parce que des fois, on prend des choses pour acquis, hein, les gars, mais on est Ouais. vraiment chanceux de faire ce beau métier-là. Mais oui, content de retrouver la gang, même si c'est passablement différent. Hein. D'habitude, la salle de nouvelles est bondée. On est des dizaines de collègues. Il y a une belle confrérie là, qui règne dans la salle des nouvelles d'RDS. Là, c'est un peu différent. RDS qui continue de respecter dans la mesure du possible les mesures de confinement ou de distanciation sociale. Donc, tous ceux qui peuvent demeurer en télétravail continuent de travailler de la maison. Par Ouais. contre, évidemment, les lecteurs de nouvelles, réalisateurs, les gens en régie, eux, ben, ils sont sur place parce qu'ils n'ont pas vraiment le choix. C'est plus facile comme ça, mais on passe d'une équipe d'une quarantaine de personnes, des fois dans une journée, à être peut-être juste 4-5 à se côtoyer Ah ouais. dans les corridors C'est un d'RDS. Donc, changement. c'était assez spécial. Je sais que tu l'as expérimenté toi aussi, Yannick. Tu as travaillé un peu Oui, la semaine dernière. semaine Daniel dernière, est ouais. encore en télétravail, Ouais. fait du télétravail. Donc, vous autres, les gars, je ne sais pas comment vous trouvez ça, le retour, mais on est content de retrouver notre réalité, dans le fond. Là. Mais justement, puis c'est le fun d'avoir les deux, les boys, parce que les deux, vous êtes lecteurs de nouvelles. Pat, tu parlais d'un track que tu as eu, Ah ou en ouais. tout cas un semblant de track que tu as eu quand tu as recommencé. J'imagine qu'il y a un track qui était complètement disparu normalement parce que c'est le métier que tu fais 4-5 jours semaine. Ouais. Justement, après 3 mois, il y a une fébrilité qui a le temps, y a-t-il une rouille qui a le temps de s'installer, ou c'est-tu quelque chose que tu avais peur, en tout cas, qu'il y ait une certaine rouille que ce soit installée? Ben, pas trop, non, honnêtement. Évidemment, 3 mois d'absence, ça nous est jamais arrivé, mais des fois, je Ouais. prenais peut-être un mois de vacances durant Ouais, l'été. ouais, Donc, ouais. mais là, ça revient comme le vélo, je dirais. Là. C'est sûr qu'au début, j'avais hâte de voir comment ça allait fonctionner, mais ça n'a pas été trop long là, qu'on on revient dans nos pantoufles. Dans le fond, on est habitué de pratiquer ce métier-là, puis Ouais. c'est revenu assez rapidement. Puis tellement content de retrouver le siège de lecteur, dans le fond, là, notre pupitre, le studio Sport Ouais. 30, donc l'énergie qui va avec ça, donc le track est rapidement disparu, puis c'est revenu, je vous dirais, après quelques minutes, là, c'est comme si on n'avait jamais arrêté, dans le fond, là, que ce soit pour le lecteur ou pour toute l'équipe, dans le fond, là, qui travaille dans l'ombre Ouais. également, là, le caméraman de réalisation, là, ça s'est vraiment bien passé. Toi, Yann, comment tu l'as OK, vécu, Pat, tu ce dis que le retour? track s'en va. Ben, écoute, Dan, merci de poser la question, c'est gentil, mais oui, je me suis senti très, très nerveux. Honnêtement, comme un Ah peu ouais? à mon premier bulletin de nouvelles. Sérieusement, là, j'étais dans la chaise, là, je suis comme, hey, j'anime Sport 30, là, ça fait comme des années, on dirait que j'ai pas fait ça. Puis non, surtout avec l'ambiance de la salle des nouvelles, il y avait presque pas personne, comme Pat a mentionné. Ça doit Juste être un spécial. producteur, un réalisateur. Donc, c'est très. À part le concierge, il n'y a pas grand monde dans les couloirs, là, tu sais. Fait que non, c'était très, très spécial. Donc, Pat, tu dis que bon, la rouille est partie, ça revient à la normale un peu, mais tu sais, c'est quand même pas un bulletin Sport 30 normal qu'on fait, là. C'est quoi le défi d'avoir du contenu pour un bulletin d'une demi-heure présentement avec pas beaucoup de sport, là, un petit peu de golf, NASCAR, des trucs comme ça, oui, mais il nous manque quand même pas mal de chair autour de l'os, là.
Oui, effectivement, hein, l'essence de Sport 30, habituellement, ce sont vraiment les faits saillants. Là, comme tu le mentionnes, il y en a quelques-uns. Par contre, il y a tellement de nouvelles reliées à la COVID, là, que ce soit les athlètes qui sont infectés ou encore les différentes ligues qui nous donnent des dates. Là, bon, à telle date, mettons, on va passer à la phase 2 de notre période de déconfinement. Donc, ça, c'est quand même intéressant d'informer les téléspectateurs avec Ouais. ces informations-là. Et je trouve qu'on fait un très bon travail aussi au niveau si on veut, de dire où est-ce qu'on était rendu dans les différentes ligues ou dans le monde du sport. Notre collègue Jean-Luc Legendre qui a préparé plusieurs reportages la semaine passée. Bon, premièrement, pour nous dire tout ce qui s'était passé depuis le dernier bulletin Sport 30. Également, exemple, que ce soit le Canadien de Montréal, nous dire où est-ce qu'on en était rendu exactement là, dans la saison du Canadien, qui est parti, hein, parce qu'il n'y a pas longtemps avant qu'on arrête là, en raison de la COVID, il y avait le Canadien qui avait procédé à quelques transactions. Donc, où est-ce qu'on est rendu exactement, que ce soit dans la Ligue nationale de hockey avec le Canadien de Montréal. Donc, on a des bons reportages là, comme ça qui informent, dans le fond, les spectateurs de. Oui, tout à fait. Mais aussi, il y a toujours nos fameux top 10 qu'on peut utiliser quand c'est un peu plus léger dans l'actualité. Je pense qu'on ne se tente jamais là, de revivre les meilleurs moments, que ce soit pour la dernière saison dans la Ligue nationale de hockey ou pour n'importe quel sujet. Des fois, il y a quelque chose dans l'actualité qui nous fait penser on devrait faire un top 10 des meilleurs moments qui sont reliés à cet événement-là. Donc, c'est pas trop long, hein, dans le fond, de remplir un bulletin comme ça, puis avec les quelques faits saillants qu'il y a en plus, que ce soit justement au soccer, au golf, et là, la MLS qui va reprendre tranquillement. On espère qu'au hockey, ça va reprendre comme prévu, là, fin juillet, début août. On se croise les doigts. Mais ça va bien. Puis je pense c'est vraiment là, très, très pertinent là, d'être là et d'informer les gens qui veulent suivre ça, justement, qui veulent avoir les dates. Là, quand est-ce que la NFL va recommencer? Quand est-ce que la Ligue nationale va recommencer? Le baseball majeur, on n'a pas parlé. Vous êtes deux gars de balle, vous autres, les gars. Vous êtes inquiets un peu de voir ça, parce que non seulement on se bat avec la COVID, mais en plus, là, on se bat à savoir comment est-ce qu'on va partager ça, là, les revenus. C'est peut-être je ne m'attendais pas à ça, moi, personnellement, que le baseball, je pensais que ça allait être un des sports peut-être les plus faciles là, à ramener. Un des premiers à revenir, même. C'est ça. C'est un peu inquiétant. Je ne sais pas ce que vous en pensez, là. C'est très inquiétant, puis surtout que quand ce dossier-là va être réglé, après la convention collective régulière prend fin pas l'été prochain, l'autre. Exact. Non, j'ai l'impression que on est en train d'accumuler de l'animosité en ce moment qui va faire mal pour la prochaine négociation de la convention collective. Pat, je me demandais, si on revient au bulletin Sport 30, tu sais, depuis une trentaine d'années, le bulletin Sport 30, il y a des visages qu'on associe au bulletin Sport 30. Tu sais, je pense vite comme ça, Frédéric Plante, il y a eu Yannick Bouchard, il y a eu François-Étienne Corbin. Là, maintenant, c'est ton visage qu'on voit tous les soirs de la semaine. Premièrement, est-ce que tu réalises ça des fois que, tu sais, tu es dans ton quotidien, tu travailles, tu lis Sport 30, tu reviens le lendemain, tu lis Sport 30. Est-ce que des fois, tu t'arrêtes pour te dire, hey, c'est quand même fou. J'imagine que, tu sais, comme tous les kids sportifs qui aimaient le sport, t'écoutais Sport 30, pardon, avant de travailler à RDS. Est-ce que des fois, tu t'arrêtes pour te dire, c'est quand même moi qui, du lundi au vendredi ou du lundi au jeudi, qui livre l'information sportive à travers le Québec? Oui, je le réalise. Je me pince encore des fois. Là, effectivement, comme tu le mentionnes, quand j'étais, mettons, adolescent, là, c'était comme un peu un rêve là, de faire ça. Évidemment, à cette époque-là, Sport 30, c'était l'émission par excellence là, de RDS. Hein, les grandes émissions comme le 5 à 7, Hockey 360, l'Antichambre, ça n'existait pas encore. Donc là, il y a vraiment ça là, comme locomotive pour RDS. Mais Sport 30, là, c'est encore un des joueurs importants, surtout dans l'actualité sportive. Là, ça demeure le bulletin de nouvelles par excellence dans le monde du sport. Donc, oui, c'est un immense privilège. Puis, je suis vraiment très, très heureux d'être rendu là. Quand j'ai commencé à étudier, je m'étais donné comme peut-être 10 ans pour atteindre ce rêve-là. On ne sait pas exactement comment ça fonctionne là, sur le milieu du travail. Finalement, ça a été un peu plus rapide. Puis, je suis très heureux. Puis, oui, en effet, les gars, là, je me pince encore des fois. Puis, comme on le mentionnait tantôt, on le réalise pas tout le temps, mais la période de confinement nous l'a fait réaliser là, à quel point on est chanceux et privilégié là, de pratiquer ce métier-là. Puis, j'étais vraiment très, très, très heureux de revenir là. Ouais, exact. Je sais pas vous autres, les boys, mais moi, quand j'étais plus jeune, moi, avant d'aller à l'école, je mangeais mes toasts au Nutella banane, puis j'écoutais Sport 30. Là, je pouvais l'écouter en boucle. Il y a plusieurs amateurs de sport, je pense, qui sont un peu comme moi lorsqu'ils étaient plus jeunes. C'est quoi l'importance, Pat, de Sport 30 dans la télé sportive au Québec?
Ben, c'est pour les amateurs de sport avant tout. C'est important d'être bien informé. Là, mais une fois qu'on a vu notre bulletin de Ouais. nouvelles à 22h la veille ou ça peut être le matin aussi, si on est un amateur de sport, ben, on va aller plus loin. Là, on va avoir tous les résultats sportifs parce que quand on regarde des bulletins ou des émissions de nouvelles générales, oui, on laisse une petite place au sport, mais ça va être quoi, la grosse nouvelle de la journée et pas plus que ça. Alors que nous autres, ben, on vous offre un 30 minutes complet là, des meilleurs faits saillants de la journée, puis des grandes nouvelles en plus. Donc, c'est vraiment, là, si on est un amateur de sport, ben, c'est un incontournable, dans le fond, pour savoir exactement ce qui se passe, où est-ce qu'on est rendu. Les amateurs de pool de hockey, ben, ils veulent regarder, exemple, quand on est en saison de hockey, ils veulent savoir si les joueurs de leur pool ont fait des points la veille, donc Sport 30 avec nos super tableaux avec les marqueurs, ben, ça peut être un outil très important. Donc, moi, ça a toujours fait partie de mon ADN, comme vous mentionnez, quand vous étiez petit, quand on était adolescent, de regarder Sport 30, oui, le matin avant de partir à l'école ou même avant de travailler à l'époque dans d'autres domaines. Non, c'était un incontournable. Puis je suis content de savoir que l'habitude se poursuit là, avec le Sport 30 qu'on présente en boucle le matin jusqu'à l'heure du midi, même des fois à RDS Info. Ben, c'est très pratique là, pour que les gens puissent venir chercher leurs résultats sportifs ou leurs nouvelles sportives à toute heure du jour ou presque maintenant. Moi, Pat, je suis curieux d'avoir ton point de vue sur une réalité. Il y a de plus en plus, avec l'explosion des réseaux sociaux, il y a de plus en plus de façons de s'informer. Que ce soit sur Instagram, que ce soit sur Twitter, Facebook. Il y a même probablement des noms de réseaux sociaux que nous, trentenaires, puis la quarantaine, on connaît même pas. Des quarantenaires, oui. Comment tu vois l'avenir d'un bulletin sportif traditionnel? Est-ce que tu crois que dans le format traditionnel, ça peut perdurer encore longtemps? Tu penses-tu qu'il y a des modifications qui vont devoir être apportées ou que dans peut-être 10 ans, 15 ans, ça n'aura plus sa place? Comment tu vois l'avenir d'un bulletin de 30 minutes comme on l'a présentement? Ben, je pense que ça aura toujours sa place. Hein. Les bulletins de nouvelles générales, en tout cas, on ne semble pas trop s'inquiéter, là, que ce soit pour les autres chaînes de télévision. C'est toujours là. Le format est encore sensiblement le même. Je trouve qu'on a pris un pas important pendant le confinement. Ça nous a permis de développer un super produit qui s'appelle S3 là, avec Benoît Baudouin, Anthony Bester. C'est sur les médias sociaux. Donc, ça peut être une façon d'aller chercher les jeunes parce que peut-être qu'à plus long terme, les gars, parce que là, si je regarde mes enfants aller, eux autres, la télévision traditionnelle, bon, oui, ils regardent encore, mais ils sont plus accrochés là, vraiment avec les médias sociaux. Donc, je pense que ça va être un avenue. Probablement qu'on va pouvoir regarder Sport 30 un peu comme il est fait présentement, avec une super alternative comme S3. Puis, de toute façon, sur notre site internet rds.ca, puis via nos différentes pages là, sur les médias sociaux, que ce soit Facebook ou encore Instagram, ben, les grandes nouvelles, aussi quand on fait une entrevue avec quelqu'un, ben, souvent cette entrevue-là est présentée, soit sur Facebook ou soit sur Instagram. Ça peut être une façon d'aller chercher de plus en plus de gens, mais oui, c'est une réalité parce que en plus, ben, l'information circule tellement rapidement. Là. Les gens sortent la nouvelle sur Twitter, sur Facebook. On n'a plus autant besoin qu'à l'époque d'attendre, exemple, à 22h pour aller voir ce qui se passe à Sport 30 ou à 18h, parce qu'on a souvent également un bulletin là, en début de soirée. Donc, ça dépend. Les gens, si ont juste besoin de la nouvelle rapidement, il faut vraiment leur donner un produit là, avec nos différents médias sociaux. Mais je pense qu'il va quand même avoir les gens qui aiment ça, que ce soit en faisant le souper ou en déjeunant, avoir leur bulletin complet. Parce que oui, on peut aller chercher quelques bribes d'informations comme ça sur les médias sociaux, mais si vous voulez avoir le portrait complet, l'essentiel de la dernière journée, ben, ça demeure Sport 30, le bulletin de 30 minutes là, qui est vraiment votre meilleure alternative pour ça. Là. Oui, évidemment. Tu as dit, Pat, qu'on était chanceux de travailler dans le domaine qu'on est présentement avec raison. Là, je veux dire, on est quand même payé pour écouter du sport et parler de sport. C'est notre passion à nous trois, là, on ne s'en cachera pas. Mais tu sais, la chance qu'on a aussi de travailler dans ce domaine-là, c'est de réaliser des entrevues, de côtoyer des athlètes, des personnalités sportives. Ton meilleur souvenir de l'athlète qui a eu le plus de plaisir à côtoyer ou à interviewer, ça serait qui?
Oh, c'est une excellente question parce que là, en tant que lecteur, on en fait un peu moins qu'en début quand j'étais plus reporter, là, Tu as été évidemment. reporter au début, il faut C'était ça, t'appeler. ouais, exact. Donc ça, évidemment, on en a croisé. Écoute, c'est sans doute avec les Canadiens de Montréal. Il faut quasiment remonter aux années 2003-2004. C'était pas les années les plus glorieuses, mais il y avait encore Sakou Koivu qui était là à l'époque. Donc ça, c'est un athlète que j'ai eu beaucoup de plaisir à interviewer. C'est sûr qu'on en a eu quand même quelques-uns de temps en temps quand on fait la date limite des transactions ou des émissions comme ça. C'est sûr qu'on interviewe des athlètes ou de temps en temps aussi, j'ai eu la chance de remplacer Marc Labrec à Hockey 360, donc il y a un peu plus d'entrevues là, avec des athlètes. Mais non, quand j'étais un jeune reporter, là, les premières fois que je rentrais dans le vestiaire du Canadien puis que j'ai eu la chance justement d'interviewer un Sakou Koivu, qui était là depuis que j'étais quand même adolescent, là, depuis le milieu des années 90. Donc ça, c'était wow, là, quand on rentre dans le vestiaire du Canadien pour la première fois, là, on se pince. C'est assez particulier. T'étais intimidé? Non, pas intimidé, mais c'est comme si on réalise, OK, là je suis arrivé là, dans la cour des grands. Là, c'est vraiment... c'est quand même... Sans être intimidé, on réalise qu'il y a quelque chose qui est en train de se dérouler. Oui. Je me souviens, les premiers temps, quand je venais à RDS, c'était comme poursuivre une formation parce que j'ai commencé ma carrière de reporter à Québec, mais j'ai quand même eu une petite formation du côté de Montréal là, pour le métier de reporter. Puis c'était l'été, il y avait différents athlètes là, qui s'entraînaient c'était à l'aréna de Rosemère. Puis là, j'ai vu Vincent Danfous pour la première fois. Là, on était en 1999-2000. Il était encore avec... non, il n'était pas avec le Canadien, mais il s'était quand même entraîné ici du côté de Rosemère. À Montréal. Non, c'est ça. Là, ça, c'était quand même impressionnant là, de dire, OK, là, ça va être ça mon travail maintenant. Là, ces idoles-là, là, je vais les côtoyer. Puis évidemment, il n'y avait pas d'équipe de la Ligue nationale parce que quand j'ai commencé en 2000 à Québec, les Nordiques avaient déjà quitté. Mais quand même, par le club école, il y a quand même quelques grands là, parce que le Canadien a son club école à Québec, les Citadelles. Mike Ribeiro, qui est éventuellement devenu un très bon joueur de hockey. Michel Therrien qui était coach? Oui, c'était Michel Therrien là, qui était le premier entraîneur que j'ai côtoyé, là, si on veut. Évidemment, il est devenu par la suite là, l'entraîneur des Canadiens de Montréal. Mais oui, ça a été bon pour le métier là, de rencontrer Michel Therrien qui donnait pas toujours facile là, aux jeunes journalistes. Mais que ce soit les Michael Ryder, Francis Bouillon, malheureusement pour lui, a été rétrogradé à quelques reprises à cette époque-là dans le club école, mais quel chic type, lui, ça a été vraiment très agréable de le côtoyer là, les quelques semaines qu'il a pu passer durant ces saisons-là à Québec, parce que plus souvent qu'autrement, il était avec le grand club, mais quand même, ça est arrivé là, de revenir là, du côté de la Ligue américaine. François Beauchemin aussi qui a passé là, qui a commencé sa carrière professionnelle avec les Citadelles. Lui, quelle histoire quand même, là, un choix de 3e ronde. On ne s'attendait pas à ce qu'il puisse devenir un aussi grand défenseur dans la Ligue nationale de hockey, même dans la Ligue américaine. Il arrivait à s'imposer, mais peut-être que. Bon, pas dominant nécessairement. Non. On attendait peut-être un numéro 5-6 dans la Ligue nationale, mais chapeau, quelle belle carrière là, il a connu par la suite. Malheureusement pour le Canadien, il n'a pas vraiment eu sa chance à Montréal. On connaît l'histoire, là, comment ça s'est passé par la suite, mais non, il y a plusieurs athlètes là, quand même qui sont passés par Québec. Évidemment, avec le Rouge et Or de l'Université Laval aussi, là, j'ai fait de très belles rencontres à cette époque-là. Donc, c'est une autre époque, ça fait déjà presque 20 ans. Mais dans le fond, je suis à Montréal depuis 2004 environ, là, donc ça fait 16 ans là, que j'ai quitté Québec, mais non, c'était un très beau début de carrière. Là. J'ai vraiment apprécié ça. Mais peut-être là, pour répondre à votre question, peut-être que c'est Sakou Koivu, là, celui que j'ai le plus apprécié ou réalisé là, que OK, c'est la vraie vie. Là, c'est comme ça que ça va se passer à compter de maintenant. La cour des grands. Pat, de l'autre côté, d'un côté, tu as les grandes entrevues quand tu es lecteur de nouvelles. Je pense à un gars, mettons, comme Guy Lafleur, que je suis sûr que probablement tu as eu pas d'interviewer à côté de toi, mais par la magie de la caméra. Puis d'un autre côté, j'imagine le cauchemar puis Yann, j'imagine tu peux en témoigner aussi, le cauchemar d'un lecteur de nouvelles. Le pépin technique ou l'image qui tourne pas ou le télésouffleur qui roule pas ou ça, avec l'expérience que tu as, dis-moi si je me trompe, Pat, mais tu as commencé à Montréal dans les débuts d'ARIS en 2004, fait que ça fait 16 ans. Tu as 16 ans d'expérience, là, fait que je suis certain qu'un soir normal, quand tu arrives sur le set, tu n'es plus stressé. Mais quand tu te rends compte que les images ne roulent pas, ou que le télésouffleur ne roule pas, ou que c'est pas le bon texte avec le bon... Comment on réagit? Avec les bonnes images. Est-ce que tu paniques encore, ou tu te dis ça va passer, je vais attendre, tu peur de te retrouver sur YouTube? Comment tu vis ça?
Ben, il y a toujours un petit moment de panique là, sur le coup, là, dans le fond, mais on est capable de se revirer de bord assez rapidement. On voit que ça ne marche pas, donc on le dit tout simplement. OK, donc je pense qu'on n'a pas les bonnes Ouais. images là, pour accompagner le texte. Donc là, le réalisateur qui nous amène souvent soit au tableau là, qui suit les images ou tout simplement à la nouvelle suivante. En général, il y a quelqu'un qui s'occupe justement du télésouffleur qui nous accompagne, donc qui peut réagir assez rapidement, lui, puis nous amener aussi au bon item. Des fois, on est seul. Là, ça arrive qu'on roule le télésouffleur nous-mêmes. Donc, même chose, on sait quoi faire là, pour passer au bon texte. Mais oui, même quand ça va faire 30 ans, j'ai l'impression qu'il y aura toujours ça. Ah non, il y a l'espèce de pépin technique. On panique quelques secondes, mais là, on se ressaisit. Puis ça, je pense que les gens à la maison, oui, s'en rendent compte, mais on retombe tellement rapidement là, sur nos patins, si on veut, là, que je pense que les gens comprennent. La télévision en direct, c'est certain que il va toujours. C'est très rare là, que c'est parfait. C'est rare aussi que c'est un pépin qui est vraiment problématique, là, mais la plupart du temps, on peut se revirer de bord. Oui, c'est ça. C'est cocasse. Ça nous donne une petite frousse. Une petite chaleur, mais on retombe rapidement là, sur nos patins, puis c'est reparti pour la suite du bulletin. C'est la même chose pour toi, Yann? Tu réagis-tu de la même façon? Que tu as quand même l'expérience aussi? Ouais, ben tu sais, honnêtement, c'est ça. Tu sais, il faut juste comme l'assumer. Il y a une erreur. On va recommencer dans la demi-heure qui va suivre. Un petit sourire, tu sais, puis ça va passer, c'est sûr. Mais comme Pat, il dit, t'as toujours, on dirait, le petit battement de cœur un peu plus vite, là, tu sais, à ce moment-là, où t'es comme, tu sais, t'es en train de dire, et le but de Sakou Koivu, mettons, puis c'est un but de Cristiano Ronaldo, là, c'est sûr que ça ne fit pas bien, puis t'es comme, bon, aussi bien en rire, là, tu sais. Fait que, non, mais c'est ça, faut juste passer à autre chose, là. Mais même comme rédacteur, Yann, le travail que tu fais aussi souvent pour les gens à la maison, le rédacteur, c'est lui qui écrit le texte, c'est lui qui choisit les images puis qui écrit le texte qui va passer au bulletin Sport 30. Puis moi, en tout cas, personnellement, je sais pas, Yann, si c'est la même chose pour toi, mais moi, quand il est 1h du matin puis que la game de 10h vient de terminer, je suis 10 fois plus nerveux. Puis j'exagère pas, je suis 10 fois plus nerveux quand l'item passe puis je veux m'assurer qu'il soit correct que 5 secondes avant de faire un live à la télévision. Là. Parce que pour les gens à la maison, ça retarde une dizaine de personnes. Travail d'équipe, travail d'équipe. Exactement. Tout le monde compte sur toi, là, faut que ça soit parfait. Quand tu es responsable de la faute, c'est plate parce que c'est le lecteur qu'on voit qui est déboussolé ou désarçonné un peu. Mais souvent, le lecteur, c'est pas lui qui est responsable de la faute qu'il y a eu ou de l'image qui manquait, ou souvent, c'est quelqu'un en arrière de la caméra, puis quand tu sais que c'est de ta faute, puis tous tes collègues à côté de toi le savent, là, ça, c'est un feeling assez désagréable. Ouais. T'as pas d'étoiles dans ton cahier cette soirée-là, mettons, là. Non, t'as des gros yeux. Hey Pat, pour les gens qui nous écoutent, là, ils savent peut-être pas, mais nous à RDS, on a vraiment du fun avec toi parce que tu es un maniaque de transactions. On peut te demander pratiquement n'importe quelle transaction dans l'histoire de la Ligue nationale. Tu es capable de nous dire les détails. Écoute, je vais essayer quelque chose avec toi. Puis là, on t'a pas posé cette question-là avant, tu n'es pas au courant. Là. Si je te dis le 7 février 1996, Teemu Selanne est échangé des Jets aux Ducks. Est-ce que tu es capable de me dire les détails de la transaction? Ouais, ça c'est une facile, ça. Là. Les grosses transactions comme ça, je pense qu'en général. Facile, pardon! Teemu Selanne des Jets aux Ducks, ouais, avec Marc Chouinard et un choix de 4e ronde, contre Oleg Tverdovski, Chad Kilger et un choix de 3. Si je ne m'abuse. Wow. Elle tâche assis, sinon je serais tombé à terre. Donc, vous voyez, c'est ça qu'on voulait dire, Pat, c'est un maniaque de transaction. Ah, même Marc Chouinard, il faut savoir aussi, c'est un gars de Québec quand même que j'ai côtoyé un petit peu, là, un peu plus jeune que moi. Je pense que peut-être 2 ans moins que moi, mais non, il a fait partie du paysage midget junior, là, si on veut, dans la grande région de Québec. C'était vraiment un excellent joueur de hockey. Il semble un choix de 1re ronde ou 2e ronde, peut-être, là, par les Jets de Winnipeg. Connu une carrière honnête, ensuite comme 4e centre ou 3e centre au mieux là, dans la Ligue nationale de hockey, mais quand même, ça a été un bon petit produit de la région de Québec. Cette passion pour les transactions-là, ça devient de où? T'es-tu le genre de gars qui peut se perdre sur HockeyDB à 7h le soir, puis tu regardes ton cadran, puis il est rendu 11h30? Non, je pense que le plus gros, c'est à l'époque où j'étais plus gamer, là, puis que, mettons, à compter de NHL 95, on pouvait faire les transactions
sur le jeu. Fait que là, dès qu'il y avait une transaction, je la faisais. J'imagine que peut-être que ça me marquait un peu plus, là, que ça demeurait ancré en moi. Là, je sais, là, ça fait plusieurs années que je joue plus autant. Là, je pense que maintenant, c'est comme possible de faire des espèces de mises à jour, puis les rosters des équipes, les formations, si on veut, se mettre à jour automatiquement. Mais à mon époque là, de jeune gamer, c'était pas comme ça. Là, dans la fin des années 90, début 2000, il fallait faire nous-mêmes les transactions. Puis j'aimais ça, faire ça. Puis je pense que ça m'aidait peut-être là, à ce que ça soit, à ce que ça reste marqué, là, si on veut. Là. Ouais. Mais c'est quoi l'importance d'une transaction dans une équipe de la Ligue nationale de hockey ou n'importe quel sport, là? Est-ce que, selon toi, on bâtit une équipe avec les transactions, le repêchage, les agents libres, ou tu places les transactions dans l'importance de la construction d'un club de hockey? Bonne question. Ben ouais, très bonne question, mais je pense que je mettrais ça deuxième quand même derrière le repêchage. Ça, je pense que si le Canadien pouvait réussir à aligner quelques bonnes années de bons repêchages, ça pourrait aider la formation à se remettre sur les rails parce que, ben oui, les transactions, ça peut te sauver, ça peut réparer ou venir combler un besoin, mais pour effectuer une bonne transaction, souvent, il faut que tu aies quelque chose à donner. Là, alors que le fameux choix repêchage qui grandit dans ton organisation, ben lui, il arrive puis il ne t'a rien coûté. Tu peux garder les différents morceaux que tu as en place puis construire ton équipe avec ça. Donc, je pense que numéro 1, là, je mettrais un bon repêchage là, comme étant la bonne façon là, de construire son équipe. Ensuite, les transactions, puis les joueurs autonomes, mais c'est tellement un genre de loterie. Tu ne sais pas comment ça va arriver. Là. Les 31 équipes, bientôt 32, peuvent courir après le même joueur. Puis là, ben, si finalement ce joueur-là décide de signer avec une autre équipe, par le temps que tu te revires de bord, les choix B, C, D. Ouais, c'est ça qu'ils ont signé avec d'autres équipes. Là, on se ramasse avec la 5e ou la 6e option. Donc, ça, c'est vraiment très difficile. Tant mieux quand ça arrive, parce que comme un choix repêchage, en général, quand on fait une signature d'un joueur autonome, ben, ça n'a rien coûté non plus, à part le contrat qu'on lui donne, mais on n'a pas perdu d'éléments là, en retour. Mais c'est vraiment plus ça, c'est plus la cerise sur le Sunday. Quand tu as l'impression qu'il te manque peut-être un ou deux joueurs là, pour si on veut être un aspirant à la Coupe Stanley, tant mieux si on peut y arriver avec les joueurs autonomes, mais essayer de construire avec les joueurs autonomes, bonne chance, surtout à l'époque là, du plafond salarial, c'est très difficile. Là. Pat, il y a une pièce assez importante à l'animation quand le 1er juillet, puis à la date limite des transactions. Laquelle de ces deux journées-là, là, avec ce que tu me dis, j'ai peut-être un élément de réponse, mais laquelle de ces journées-là préfères-tu en tant qu'animateur? Puis est-ce qu'il y en a une qui demande plus de préparation? Est-ce qu'il y en a une qui est plus difficile à gérer côté animation que l'autre? Peut-être que la date limite des... en fait, le 1er juillet, souvent, c'est que ça commence seulement à midi. Hein. Donc, mais là, on est en onde beaucoup plus tôt. On veut mettre la table. Donc, on est pratiquement certain qu'avant midi, on n'aura pas beaucoup de signatures à annoncer. C'est vraiment là, à partir de midi là, que là, ça commence à débouler parce que là, officiellement, on peut ratifier les ententes ou les annoncer officiellement. Donc, peut-être que c'est un peu plus long, la période matinale là, où on met la table. Mais encore là, les gens nous disent souvent, vous devez trouver ça long, vous étiez en onde à 6 heures, puis c'est rien passé avant midi. Mais on est tellement bien préparés, on a tellement de choses intéressantes, on fait des chroniques avec nos différents analystes, donc quels sont les besoins de telle équipe, avec quelle formation vous pensez que le joueur X va signer son prochain contrat. Donc, c'est tellement le fun, on a tellement de matériel, on peut faire un peu de spéculation. Moi, personnellement, ça ne me dérange pas, mais c'est sûr que ça devient encore plus intéressant une fois qu'on tombe dans les vraies affaires, là, une fois que les signatures commencent à tomber ou que les transactions apparaissent à la date limite des transactions. Ça, il y en a un peu plus le matin. Là, souvent, même, ça a commencé la veille ou dans la nuit. Là, on arrive très tôt à la station le matin. On est peut-être en onde autour de 6 heures du matin, mais on sait déjà on a quelques transactions à annoncer. Donc, c'est peut-être un petit peu mieux réparti comme charge de travail, mais pour moi, les deux sont aussi intéressantes. C'est vraiment deux projets sur lesquels j'aime bien contribuer. Là. Un autre projet que tu aimes bien contribuer aussi, c'est les poules de hockey. Tu es un grand fan de poules de hockey, puis pas n'importe lequel. Parle-moi un peu de la SPHL. C'est quoi ça?
Ça a l'air Ah d'une ben ça, job à c'est une temps ligue de plein. hockey. Ouais, c'est une ligue de hockey simulée pour les gens qui connaissent pas trop. Et c'est comme si, exemple, vous prenez un jeu NHL, là, on est rendu à quoi? NHL 20, puis vous êtes juste, dans le fond, le directeur général et le coach de votre équipe. Vous jouez pas les matchs, dans le fond, fait que c'est tout simplement là, faire des transactions, des repêchages. Là. Donc, il y a un plafond salarial à respecter, mais c'est pas juste un pool de hockey dans le sens que c'est pas seulement les points des joueurs qui comptent. Il y a vraiment un peu comme dans un jeu NHL, des cotes pour chaque joueur. Donc, en général, c'est toujours un reflet de la saison précédente. Donc, dans le fond, si cette année, moi, si j'ai Carey Price dans mon équipe, ben, j'ai le Carey Price là, de l'année passée. Dans le fond, il y a une espèce de générateur de cotes là, qui a donné des cotes dans différentes catégories. Ou si on prend Phil Kessel comme attaquant, ben, il va y avoir une cote de scoring, de passing, de checking. Exactement, avec une cote overall aussi. Là, donc, c'est des matchs qui sont simulés. Dans le fond, c'est comme si vous, les gars, vous prépariez votre équipe pour jouer un match à NHL sur la console, mais vous ne jouez pas la partie. C'est comme si vous faisiez une simulation. Donc, il y a du bon, mais il y a toujours un facteur chance. Des fois, on a l'impression qu'on a une bonne équipe, mais pour une raison X, le simulateur la digère pas. Là, on est obligé d'échanger nos pièces puis reconstruire justement par le repêchage. Ça m'est arrivé cette année-là. Je ne sais pas pourquoi. J'avais une bonne équipe sur papier, mais je ne pouvais pas vraiment faire mieux que 10e dans l'association S. Donc, avant la date limite des transactions, j'ai échangé mes joueurs qui allaient devenir des joueurs autonomes. Puis là, ben, j'espère pouvoir reconstruire mon équipe là, via le repêchage éventuellement. Là, je suis rendu là, mais c'est vraiment les pools de hockey, mais à un autre niveau. Là. Quand un joueur qui fait un point dans la vraie vie, ça ne te donne pas un point là, le lendemain matin là, dans ton pool. C'est juste que tu te dis, OK, plus il va marquer de buts, meilleure sa cote de scoring ou de passing meilleure elle va devenir. Donc, c'est un peu. C'est vraiment du très long terme. Là. Puis, ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment dans le cas de la SPHL, c'est que c'est vraiment un reflet de l'année précédente. Là. Donc, comme je vous expliquais, là, si j'ai Carey Price dans mon équipe, c'est vraiment le Carey Price des Canadiens de Montréal de l'année passée. Parce qu'il existe d'autres concepts aussi où finalement les noms sont les mêmes, mais les cotes ont rien à voir. Le collègue Alexandre Tourigny pourrait vous en parler. Lui aussi, il est dans ce genre de ligue-là, mais la sienne, ce que je trouve moi personnellement un petit peu moins intéressant, c'est que c'est pas un reflet exact là, de ce qui s'est passé dans la Ligue nationale l'été ou l'année précédente. Mais non, c'est vraiment passionnant. J'aime malheureusement un peu moins les pools de hockey depuis que je suis impliqué là-dedans. Ben, premièrement, comme tu le dis, c'est pratiquement un job à temps plein. Mais c'est comme si c'était moins intéressant, moins savoureux une fois qu'on a vraiment eu la piqûre là, des ligues de hockey simulées. Mais c'est possible de faire les deux. J'ai décidé de rembarquer cette année avec quelques amis dans un pool de hockey traditionnel. Puis ça m'a fait plaisir. Mais c'est pas c'est plus la même passion là, une fois qu'on a goûté à ça. Là. Est-ce que la rigueur que ça demande d'avoir un pool comme la SPHL, puis la connaissance des joueurs, des jeunes joueurs, est-ce que ça t'a permis au fil des années d'en passer une petite vite à des compétiteurs dans des pools plus traditionnels? Je vous dirais que ça me quasiment ennuie parce que on vient tellement spécialiste là, sur les espoirs, justement, que là, quand on fait un repêchage normal, on est comme tombé amoureux des jeunes joueurs, mais on les prend dans un pool traditionnel, mais sont pas prêts. Je me souviens, écoute, je vais remonter loin, mettons, Eric Stahl, je le voyais gros, mais si vous allez voir là, la première saison d'Eric Stahl dans la Ligue nationale de hockey, un peu comme Joe Thornton aussi, là, c'est des joueurs qu'on voyait très gros, mais finalement, ils ont eu des débuts très modestes. Donc là, on aime tellement les espoirs par déformation à cause des ligues de hockey simulées que là, on se fait prendre à les prendre aussi dans des repêchages conventionnels, mais des fois, t'es mieux avec le bon vieux Rod Brindamour, même s'il a 362 ans, il va encore te donner ton 50 points, là, mais des fois, on veut surprendre un peu. On a des collègues comme ça, on fait un pool de balles ensemble. Il y a des collègues, des fois, qui ont des connaissances tellement vastes qui voient que ces jeunes joueurs-là, là, c'est leur année d'éclosion. Puis finalement, les joueurs sont tout simplement pas prêts. Donc, je vais peut-être vous donner de trucs, les gars. Vous savez, c'est qui a remporté les 2 derniers pools de balles à RDS. Mais j'aime mieux y aller, moi, avec j'aime mieux y aller avec les vétérans, les valeurs sûres. Là. Au moins, au baseball, j'ai pas la même déformation que je peux avoir avec le hockey. On est prêt pour les questions à rafale, Big Yann? Ouais, Pat, t'es dans l'enclos. Dans l'enclos, on finit toujours nos entrevues avec des questions à rafale. Fait qu'on te pose des questions, une réponse rapide, puis on passe à la suivante. Il y a plein de sujets, là, donc c'est une à la suite de l'autre. Dan, je te laisse commencer. La pire transaction, selon toi, Pat, dans l'histoire de la LNH, ce serait quoi?
Ce qui me vient à l'esprit, c'est Patrick Roy, Mike Keane à l'Avalanche du Colorado contre Thibaut, Ruchinski et Kovalenko. C'est celle qui me fait le plus Pat, mal. ton restaurant... Oui. Vas-y, Pat, non, vas-y, continue. Mais là, si je réfléchis, les Canucks de Vancouver qui échangent Cam Neely et un choix de première ronde contre Barry Peterson, c'est pas très bon, ça non plus. Et plus récemment, Pat, ton restaurant préféré pour faire livrer de la bouffe quand tu travailles? Domino's Pizza. Ah oui, c'est vrai ça. C'est arrivé à quelques occasions que je vois mon ami Pat marchant derrière de moi me demander si j'ai un lunch à soir ici, que je suis Ouais. Pat, tu l'as dit, tu es un gars de Québec. Tu as habité à Québec. La poutine de chez Ashton ou la poutine de la banquise ou toute autre poutine à Montréal? La poutine de Poutineville à Montréal. Yes, sir. Mon numéro 1 aussi. Ouais. Pat, t'as commencé en tant... Oui, ça c'est tellement bon. Pat, t'as commencé à RDS en tant que reporter. C'est quoi ton meilleur moment, ton meilleur souvenir en tant que reporter? Un meilleur souvenir en tant que reporter, j'ai bien aimé suivre un peu le Rouge et Or lorsqu'il progressait très loin en éliminatoire. Donc, ça m'est arrivé d'aller du côté d'Halifax ou même à Hamilton pour leur Coupe Vanier. Peut-être que ça, c'est un beau moment, là, la Coupe Vanier qu'ils auraient remportée en 2008 à Hamilton. C'est un des beaux moments là, que j'ai vécu comme reporter à RDS. Si tu n'étais pas journaliste sportif, Pat, que ferais-tu dans la vie? À l'époque, je travaillais dans le domaine du voyage, les gars, avant de commencer ma carrière. Là, ouais, j'ai fait 2-3 ans là, à travailler pour un grossiste en voyage, Tour Chanteclair pour ne pas le nommer. J'avais fait des études en tourisme, donc c'est quelque chose que j'aimais bien. Mais la vraie passion, là, c'était vraiment le sport. Puis je me suis après 2 ans, je me suis dit, regarde, je vais mettre ça sur pause, je vais essayer de faire un cours là, pour devenir journaliste sportif, un cours d'1 an au CRTQ à Québec. Puis je vais voir si ça fonctionne, tant mieux. Puis sinon, je reviendrai dans l'industrie du voyage. Donc, ce serait probablement... Peut-être que je serai encore dans le voyage, les gars, ou des fois, je commence à penser à mon après-carrière, puis peut-être que travailler à la SAQ, c'est quelque chose que j'aimerais bien aussi. Comme fin de carrière. On verra. C'est bon. Tu l'as dit tantôt, tu as grandi à Québec, tu viens de Québec. Est-ce que tu prenais pour les Nordiques ou pour le Canadien? Canadien, mon père, lui, était montréalais, donc il était partisan des Canadiens, donc j'ai comme suivi avec lui. Puis étant tout jeune, j'ai rencontré Guy Lafleur aussi, donc ça a été un moment marquant là, de ma jeunesse. Guy Lafleur qui jouait pour le Canadien à l'époque, là, quelques années avant de prendre sa retraite, sa première retraite avant de revenir là, avec les Rangers. Mais là, par le temps qu'il revienne avec les Rangers, là, ma fibre tricolore était vraiment trop forte. Je n'ai pas pu suivre Guy Lafleur avec les Rangers. Je suis resté avec les Canadiens, même si Guy Lafleur ensuite est venu avec les Nordiques de Québec. Non, ça a été canadien depuis ma tendre enfance. Là. Nous, Pat, ici, on a l'occasion de te jaser depuis une quarantaine de minutes. Toi, si tu avais la chance d'interviewer durant ou d'aller souper avec quelqu'un, de passer du temps avec quelqu'un puis de poser des questions, un athlète mort ou vivant, je te donne un choix, tu prendrais qui? Maurice Richard. Ouais, ça serait vraiment... pour tout ce qu'il a vécu, là, pour la cause sociale, en plus de la cause sportive à l'époque. C'est vraiment... C'est ça, exact. Là, ça a été une grande tristesse là, pour le Québec quand il nous a quittés en 2000. Mais non, c'est un athlète que j'ai pas eu la chance de rencontrer ou d'interviewer. C'est quelque chose que... C'est vraiment quelqu'un que j'aimerais... avec qui j'aurais beaucoup de questions à poser sur... c'était tellement différent la réalité là, des athlètes professionnels à cette époque-là. Si vous voyez le film de Maurice Richard, ça dépeint très bien quelle était leur réalité. Là, le fameux, c'est même pas un mythe, c'est pas une légende, c'est vrai, là, qui déménageait durant la journée puis qui allait jouer son match de hockey le soir puis qui peut quand même marquer 3 ou 4 buts. Mais non, je pense que c'est vraiment l'idole d'un peuple. C'est quelqu'un que j'aurais aimé voir jouer dans cette époque-là. Mais ouais, Maurice Richard, les gars, ça serait la personne avec qui j'aimerais passer une petite demi-heure. Là. Notre dernière question dans l'enclos. Quel stade de baseball que tu n'as pas encore visité que tu aimerais visiter?
Bon, il faudrait que tu me donnes des suggestions pour celle-là, mon cher Yannick. Je sais que tu as ton excellente chronique Ouais, là, justement ouais, sur quelques-uns. les 7 stades que tu as Ouais, visités. ouais. Mais à l'époque des expos, là, celui qui était vraiment le nouveau stade par excellence, là, c'était le Camden Yards du côté là, de Baltimore. Là, je sais que Baltimore. depuis, il y a plusieurs très beaux stades aussi qui ont vu le jour, mais ouais, Camden Yards ou le classique Wrigley Field, là, c'est tellement beau avec les clôtures en vigne. Là, ça serait peut-être mes deux choix. J'ai eu la chance de voir C'est des bons shows. le Fenway Park, mais c'est ça, le Wrigley Field pour le côté historique puis la beauté là, d'un vieux stade, là, ce serait peut-être ça que j'aimerais voir. Mais parmi les plus modernes, Yannick, si je peux juste te renvoyer la question, c'est lequel maintenant là, qui a la cote, c'est lequel le Camden Yards maintenant des années 2020? Le Camden Yards est encore très, très spectaculaire là, pour l'avoir visité l'année passée, mais j'aime beaucoup le PNC Park de Pittsburgh, là, la vue sur la ville avec le pont. C'est de toute beauté. Là. Vraiment, c'est un super beau stade de balle. Sur la côte ouest, je ne l'ai pas visité, mais j'ai entendu dire que le stade des Padres est vraiment intéressant à voir. Là. Donc, si un jour on a la chance, tu as la chance, j'ai la chance d'aller sur la côte ouest, le stade des Padres, c'est un incontournable, je pense. Oui, puis le stade à Montréal, ça serait le fun aussi pour pouvoir le visiter à court terme. Oui, il n'y a aucun doute là-dessus. Ouais, on se le souhaite. Pat, merci beaucoup. Merci d'avoir été là. Ça a été super intéressant comme conversation. Ouais. C'était le fun de voir un peu comment tu vois le métier de lecteur de nouvelles. Puis je suis sûr que les gens vont être contents de voir aussi d'apprendre ta passion pour les poules. Puis de savoir que tu peux nous nommer une main dans le dos contre Kitty Mousse l'année qui a été échangé en 1996. C'était facile, celle-là, les gars. Mais merci à vous autres pour l'invitation. C'était vraiment super le fun. Puis bien hâte de vous recroiser, j'espère, à court terme dans les corridors. Ou sinon, grâce à la magie de l'Internet. C'était vraiment le fun aussi, les gars. Puis Pat, avant, merci beaucoup, Pat. Prends soin de toi. Avant de terminer, Pat, on se fait une promesse. À notre premier quart de travail, sur place, on se commande une large adresse. La bonne Domino's! Okay, oui, c'est bon, ça. C'est bon, c'est pris en note. Salut, à bientôt. Merci, à bientôt. Salut, Pat. Donc, notre collègue et ami Pat Mahoney est à la barre de Sport 30 plusieurs fois par semaine. Ça débute dès 18h sur les ondes de RDS. Profitez également du moment pour aller sur le site de Balcourbe parce qu'on y retrouve plusieurs textes que Dan et moi on a écrits. Justement, moi j'ai écrit un texte dernièrement sur le match parfait. Ça parle évidemment des lanceurs qui ont réalisé des matchs parfaits. Mais des fois, on oublie le receveur aussi. On pense juste au lanceur, mais sans le receveur, il n'y aurait pas de match parfait. Donc, je parle un peu de cette face cachée-là. Cette semaine, la chanson de la semaine d'un artiste que Yann et moi, on aime beaucoup, Tire le Coyote. Une chanson qui, je suis sûr, va devenir un classique de la musique québécoise. J'ai eu la chance de voir Tire le Coyote au Festif de Baie-Saint-Paul l'été dernier. C'était un moment magique. Donc, la chanson de la semaine, Calfeutrer les failles. Bonne semaine tout le monde, bonne Saint-Jean. On se laisse là-dessus, puis on se dit à la semaine prochaine. Bonne Saint-Jean tout le monde. Salut, Dan. Bye. Moi, je trouve ça beau. J'arrête